Salut à toi, installe-toi tranquillement. Ce soir, dans mon petit monde Minecraft, je vais te raconter 3 histoires vraies, amour compliqué, amitié brisée et jalousie destructrice. Et si toi aussi tu as une histoire à raconter, tu peux me l'envoyer directement par mail. L'adresse est dans la description et t'inquiète, tout est raconté de manière totalement anonyme. Allez, c'est parti. La première histoire s'appelle « Suis-je un enfoiré pour avoir détruit la seule relation qui donnait un sens à ma vie au moment où je l'ai rencontré ?» C'est la question qui me revient chaque fois que je repense à cette période. À l'époque, je venais de m'installer dans une petite ville pour un nouveau boulot. Un truc alimentaire, pas passionnant, mais qui payait les factures. Je n'avais pas d'amis ici, pas de repères, juste l'envie de repartir à zéro. J'avais trouvé une colocation un peu à l'arrache, et c'est comme ça que j'ai rencontré Mila. Elle m'a ouvert la porte le jour de la visite. T-shirt trop grand, chignon approximatif, sourire qui donnait envie de rester. L'appartement n'avait rien d'exceptionnel, mais elle m'a présenté l'endroit comme si c'était un foyer chaleureux qu'on partageait depuis des années. Elle était étudiante en design, passionnée, bordélique, lumineuse. Moi, j'étais juste moi, un peu paumé, un peu en retrait, mais elle ne l'a pas vraiment remarqué. Ou peut être qu'elle faisait semblant. On est devenus proches très vite. Trop vite peut être, on cuisinait ensemble, on se marrait pour rien. On rentrait parfois tard après des soirées étudiantes où je ne connaissais personne mais où elle me présentait comme son coloc préféré. Elle avait un truc dans la voix qui donnait l'impression que tout était simple autour d'elle. Et puis il y avait le fameux Noah. Noah, c'était son copain depuis presque 3 ans. Elle en parlait souvent, mais pas de la manière dont parlent les gens amoureux. C'était toujours une phrase comme « il répond pas, il doit être occupé, on se voit ce week-end si tout va bien, il dit qu'il a trop de boulot pour venir ». Je ne l'avais jamais rencontré, mais je savais qu'ils vivaient à 300 km, qu'ils avaient tenté une vie commune l'année d'avant, et que ça s'était mal passé. Elle disait qu'elle l'aimait. Je voulais la croire. Je me forçais à la croire. Plus les semaines passaient, plus je sentais quelque chose changer entre nous. Ça ne se disait pas, ça se devinait. La façon dont elle s'asseyait près de moi dans le canapé, la manière dont elle cherchait mes yeux quand quelque chose la blessait, les petites touches innocentes, elle me parlait de tout. De ses projets, de ses frustrations, de ses angoisses, de Noah qui s'éloigne mais qu'elle ne veut pas perdre. Moi, je buvais chaque mot comme si j'avais attendu toute ma vie qu'on s'intéresse réellement à moi. Le premier vrai dérapage est arrivé un soir où elle avait bu un peu trop avec des amis. On était sur le balcon, elle m'a confié qu'elle se sentait seule, que Noah ne l'appelait presque plus, qu'elle avait l'impression d'être un plan B dans sa propre relation. Elle m'a dit que je lui faisais du bien. Elle s'est penchée vers moi, posant sa tête contre mon épaule. Je suis resté figé. J'aurais dû reculer, dire un truc rationnel, lui dire d'aller dormir. Mais j'ai laissé faire. Je n'ai rien fait et c'était déjà trop. Le lendemain, elle a fait comme si de rien n'était, mais moi je savais, on avait ouvert une porte qu'on n'arriverait plus à refermer. Je me suis mis à sortir avec une fille de mon boulot, Emma. Histoire de me protéger, je suppose. Emma était drôle, posée, attentive. On a officialisé assez vite. Mila l'a rencontrée. Elle a été gentille, mais son sourire n'était pas naturel. Comme s'il y avait un truc coincé au fond de la gorge. Le soir même, elle m'a demandé si j'étais heureux avec elle. Je lui ai dit que oui. Elle a hoché la tête, sans rien ajouter. À partir de là, la tension est devenue omniprésente. Mila passait par des phases, parfois elle était hyper proche, presque collante, parfois elle devenait froide pendant 3 jours. Elle disait qu'elle était stressée par ses études, mais je savais que ce n'était pas ça. Emma commençait aussi à voir que quelque chose clochait. Elle me demandait ce que j'avais avec ma coloc. Pourquoi je réagissais bizarrement quand Mila envoyait un message? Pourquoi je me levais pour chercher un verre juste au moment où elle parlait d'elle? Un soir, Milo a craqué. Elle est entrée dans ma chambre en pleurant. Noah l'avait larguée par message. 3 ans balayés en 10 lignes. Je me suis levé d'un bond, je l'ai prise dans mes bras, et elle s'est effondrée contre moi. Elle répétait qu'elle valait mieux que ça, qu'elle avait tout donné, qu'elle ne comprenait pas. Je la serrai contre moi, et c'est là qu'elle m'a embrassé. Un vrai baiser. Lourd, chargé, tremblant. J'aurais dû l'arrêter, je ne l'ai pas fait. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai suivi l'élan, le manque, l'attachement, la frustration accumulée. On n'a pas couché ensemble cette nuit-là, mais tout était déjà fait. Le lendemain matin, elle s'est excusée 1000 fois en disant qu'elle avait agi sous le choc. Je lui ai répondu que ce n'était pas grave. Et c'est peut être la pire phrase que j'ai pu dire, parce que ça l'a rassurée dans un moment où elle aurait dû prendre du recul. Et ça m'a enfermé dans un rôle que je ne maîtrisais plus. La suite a été un mélange étrange d'ambiguïté et d'évitement. On se rapprochait, on se touchait par réflexe, on partageait des moments intimes, mais on ne parlait jamais de ce que ça voulait dire. Emma commençait à comprendre, sans savoir exactement quoi.
Elle m'a demandé plusieurs fois si je ressentais quelque chose pour Mila. Je disais non, c'était lâche. Puis il y a eu la soirée qui a tout détruit. Une fête chez un pote de Mila. Beaucoup d'alcool, beaucoup de monde. Mila et moi étions constamment ensemble, naturellement. Trop naturellement pour des colocs. À un moment, un mec est venu la draguer, elle a rigolé avec lui. Je suis parti dans la cour, jaloux comme un idiot. Elle m'a suivi, on s'est disputé sans raison logique. Et c'est là qu'on a franchi définitivement la ligne. Elle m'a attrapé par la veste, m'a dit qu'elle ne voulait pas qu'on joue à ce jeu-là, et elle m'a embrassé. Longtemps, intensément, sans se cacher. Je crois que c'est à ce moment-là qu'Emma nous a vus. Elle n'a rien dit. Elle est partie. Elle a rompu le lendemain, avec un message très calme, trop calme. Mila, elle, était comme paralysée. On était ensemble, mais pas vraiment. Elle pleurait parfois en disant qu'elle avait détruit 2 personnes en même temps. Je lui disais que ça finirait par aller, mais je n'en savais rien. On a tenté d'être en couple. 2 semaines. 2 semaines à essayer de construire quelque chose sur les ruines d'une trahison. Elle pleurait encore Noah parfois. Moi, je culpabilisais pour Emma. On se disputait pour des trucs insignifiants. On s'aimait mal, trop vite, trop fort. Et puis elle m'a avoué qu'elle n'arrivait pas à avancer, qu'elle avait besoin d'être seule, qu'elle ne voulait plus entamer une relation sur un mensonge, qu'on s'était fait du mal sans même s'en rendre compte. Quand elle est partie vivre ailleurs, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'arrachait le cœur. Je lui en ai voulu. Puis je m'en suis voulu. Aujourd'hui, on ne se parle plus. Pas parce qu'on se déteste, mais parce qu'on partage trop de choses qu'on n'a jamais su régler. Je la regarde parfois sur les réseaux, elle semble aller mieux. Moi aussi, je suppose. Mais il y a des soirs où cette période me revient comme une gifle. Alors, suis-je un enfoiré ? Honnêtement, oui. Pas intentionnellement, pas par plaisir, mais parce que j'ai laissé mes sentiments guider des actes qui ont fait du mal à tout le monde. J'ai manqué de courage. J'ai manqué de clarté. Et j'ai détruit quelque chose de précieux parce que je n'ai pas su poser des limites. Si cette histoire t'a plu, attends d'écouter la prochaine, mon avis sur tout ça. Pour moi, oui, le mec a fauté. Il a joué avec le feu. Il a laissé Mila s'accrocher à lui alors qu'elle n'était pas stable émotionnellement. Et il a complètement planté Emma, qui, elle, n'avait rien demandé. Mais je trouve aussi que Mila n'est pas blanche du tout. Elle cherchait une béquille affective, elle s'est appuyée sur lui parce que c'était pratique, et quand elle a récupéré son équilibre, elle s'est barrée. Au final, les deux ont agi égoïstement, chacun à leur manière. La vraie victime ? Emma. Toujours Emma. Et toi ? Tu penses que c'est qui le vrai enfoiré dans cette version ? Place à la suivante. Suis-je un enfoiré pour avoir aimé quelqu'un qui n'était pas censé être à moi ? C'est une question que je me pose encore aujourd'hui, même si tout est terminé depuis longtemps. Je n'avais rien prévu, rien cherché, tout m'est tombé dessus, comme une vague trop forte pour que je garde l'équilibre. À l'époque, je bossais dans une petite agence de marketing digital, un truc banal, où la moitié de l'équipe rêvait de démissionner mais restait par peur de pire ailleurs. Moi j'étais nouveau, encore naïf, encore motivé. Et surtout, j'étais loin d'imaginer que ma vie allait tourner autour d'une collègue. Elle s'appelait Anaïs. Chef de projet, brillante, organisée, toujours en avance sur tout, le genre de personne qui transforme un chaos en ordre juste en posant un classeur sur une table. Je me souviens de la première fois où elle m'a parlé. Elle m'a demandé si j'étais prêt pour le bordel du lundi matin. Elle avait ri, un rire clair, un peu nerveux, mais qui donnait envie d'en entendre plus. J'ai su ce jour-là qu'elle allait compter pour moi, même si je refusais de l'admettre. Elle était en couple. Et pas juste en couple, mais en couple depuis longtemps, depuis 5 ans, avec un mec qui s'appelait Julien. Elle en parlait parfois de manière neutre, comme on parle de quelqu'un qui fait partie du décor. Elle disait qu'ils vivaient ensemble, qu'ils avaient leur routine, leurs habitudes. Rien de passionné, rien de dramatique, c'était presque trop calme pour être vrai. On s'est rapprochés sans le vouloir. Au début, c'était des pauses café, des déjeuners improvisés, des discussions sur nos playlists Spotify, nos projets, nos frustrations au boulot. Elle me confiait qu'elle se sentait enfermée dans une vie qui ne lui ressemblait plus. Qu'elle aimait Julien, mais pas la vie qu'il menait. Moi, j'écoutais, sans juger, avec cette empathie dangereuse qui ouvre la porte à tout. Les semaines passaient et je me surprenais à attendre ses messages. À sourire comme un idiot quand je voyais son nom s'afficher sur mon téléphone. À regarder l'heure en me disant « Elle devrait arriver bientôt ». Je voulais croire que ce n'était rien, que c'était juste une amitié, mais c'est devenu évident le jour où elle m'a rejoint dehors pendant une pause, qu'il faisait très froid et qu'elle a glissé ses mains dans les poches de mon manteau pour se réchauffer, comme si c'était normal. On est resté comme ça, sans parler, et j'ai senti mon cœur s'emballer, comme si j'avais de nouveau 10 à 7 ans. Le soir même, elle m'a envoyé un message « Désolé si j'ai été bizarre aujourd'hui ». J'ai répondu que ce n'était rien.
Mais c'était tout. Les premiers signaux d'alarme sont arrivés quand elle a commencé à m'appeler tard le soir. Elle me parlait de son couple, de la routine, de ses doutes. Elle disait qu'elle se sentait coupable de ne pas être plus présente pour Julien. Qu'elle avait l'impression de vieillir avant l'heure. Qu'elle voulait être plus spontanée, plus libre, mais qu'elle ne savait pas comment. Je lui répondais, je l'écoutais, je la rassurais. Je devenais ce que beaucoup deviennent avant de déraper. Le confident. Celui qui entend les choses que l'autre ne dit à personne. Celui qui prend une place qu'il n'aurait jamais dû occuper. Un soir, après une grosse journée au boulot, elle m'a proposé d'aller boire un verre juste pour décompresser. On est allé dans un bar près du bureau, un endroit cosy, avec des lumières chaudes et un fond sonore de conversation. On s'est installé dans un coin, presque collé sans vraiment y penser. On a parlé pendant 2 heures, de tout, de rien, de nous, puis le sujet a glissé sur son couple. Elle m'a dit que Julien voulait qu'ils partent en vacances ensemble pour se retrouver, mais qu'elle n'avait pas envie. Qu'elle se sentait coupable de préférer passer du temps au bureau plutôt qu'à la maison. Elle m'a regardé droit dans les yeux, longtemps, trop longtemps, avec une vulnérabilité que je n'avais jamais vue chez elle, et j'ai senti que quelque chose basculait. On n'a pas parlé du silence qui s'installait. On s'est juste mis à se rapprocher centimètre après centimètre, et quand nos lèvres ont failli se toucher, elle s'est levée d'un coup, a attrapé son manteau et m'a dit « Je dois rentrer », sans me regarder, sans m'expliquer. Je ne t'expliquerai pas la confusion que ça a créée dans ma tête. Les jours suivants, elle a mis de la distance. Petit message, conversation brève, regard fuyant. Puis, un midi, elle m'a dit « On doit parler ». On est allé marcher dehors. Elle m'a dit qu'elle était perdue, qu'elle ne voulait pas me blesser, qu'elle ne voulait pas trahir Julien, qu'elle ressentait quelque chose mais qu'elle ne voulait pas que ça arrive. J'ai hoché la tête comme si j'étais mature et calme. En réalité, j'étais juste terrifié. On a décidé de rester professionnel. Une blague. On savait très bien que c'était trop tard. 1 mois plus tard, l'agence organisait un séminaire. Hôtel, conférence, soirée. Le cliché absolu. On a tenu toute la journée à distance respectable. Mais le soir a tout changé. L'alcool a supprimé les barrières, les regards ont repris le dessus. On s'est retrouvés sur la terrasse, seuls, après minuit. Elle m'a regardé avec ce mélange de peur et de désir. Et elle a murmuré « Je ne devrais pas, mais j'ai envie ». Je ne me suis pas retenu, on s'est embrassés. Longtemps. Avec toute la tension qu'on avait accumulée. On n'est pas allé plus loin ce soir-là, mais ça aurait été pareil. La ligne avait été franchie. Le lendemain, elle était mal. Très mal. Elle m'a évité toute la journée. Et quand je l'ai finalement vue dans un couloir, elle avait les yeux rouges. Elle m'a dit qu'elle avait parlé à Julien, qu'elle lui avait dit qu'elle ne savait plus où elle en était, qu'il lui avait demandé si quelqu'un d'autre comptait. Elle n'avait pas répondu, ça voulait tout dire. Les semaines suivantes ont été un enfer. On était proches, puis on s'éloignait. Elle pleurait parfois en parlant de Julien, en disant qu'elle n'avait pas le droit de lui faire ça. Je culpabilisais. Je me détestais. Je voulais l'aimer pleinement, mais pas comme ça. Pas dans l'ombre. Pas en brisant quelqu'un. Puis un matin, elle m'a annoncé qu'elle quittait l'agence. Elle avait trouvé un autre poste, dans une autre ville. Pour repartir à zéro, elle a dit « J'ai senti mon estomac tomber ». J'ai essayé de jouer le mec rationnel, mais la vérité, c'est que je savais que c'était fini. Son dernier jour, elle m'a pris dans ses bras. Elle m'a dit qu'elle ne regrettait pas de m'avoir rencontré, mais qu'elle regrettait ce que ça avait créé. Qu'on se serait peu, être aimé différemment dans un autre contexte, un autre moment. Et elle est partie, juste comme ça. Aujourd'hui encore, je pense à elle parfois, à ce qu'on aurait pu être si on n'avait pas été 2 personnes mal placées au mauvais moment. Je ne sais pas si elle est restée avec Julien. Je ne sais pas si elle pense encore à moi. Je sais juste que cette histoire m'a appris quelque chose. Parfois, aimer quelqu'un ne suffit pas. Parfois, la façon dont ça commence détruit tout avant même que ça ait une chance. Alors, suis-je un enfoiré? Peut être pas. J'ai aimé quelqu'un qui ne m'appartenait pas et j'ai laissé mes sentiments dépasser mes principes. Mais je sais que j'étais pas le seul responsable. L'amour, parfois, c'est juste une question de timing. Et le nôtre était catastrophique? Si cette histoire t'a plu, attends d'écouter la prochaine. Mon avis sur cette histoire, pour moi, ici, le narrateur n'est pas le seul enfoiré. Anaïs a clairement joué sur 2 tableaux. Elle a entretenu une intimité émotionnelle avec lui, alors qu'elle savait que ça ouvrirait la porte à plus. Elle l'a embrassé, puis l'a laissé gérer seule la culpabilité. Elle a pleuré sur Julien, mais n'a jamais assumé sa part dans ce triangle impossible. Le narrateur, lui, a suivi son cœur, oui, mais il savait qu'elle était en couple. Il aurait pu stopper avant le premier baiser. Il ne l'a pas fait. Le vrai problème, c'est la combinaison des 2.
Deux personnes perdues, émotionnellement disponibles au mauvais moment, qui s'accrochent l'une à l'autre pour combler un vide. La vraie victime, Julien, comme souvent dans ces histoires. Et enfin, notre dernière histoire pour aujourd'hui. Suis-je un enfoiré pour avoir sauvé quelqu'un qui ne voulait pas être sauvé? C'est une question que je me pose depuis 1 an parce que tout a commencé par un simple acte de gentillesse et tout a fini par un énorme gâchis émotionnel. À l'époque, je vivais seul dans un petit appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble un peu bruyant. J'étais plutôt discret, je faisais mes petites routines sans déranger personne. Et puis, un soir, en rentrant du boulot, j'ai entendu des sanglots venant du palier d'en face. C'était ma nouvelle voisine, Camille. Je l'avais croisée une seule fois, en coup de vent, quand elle avait emménagé. Elle avait l'air vive, énergique, ce genre de personne qui transforme chaque pièce en lumière. Mais ce soir-là, elle était assise par terre, les genoux contre la poitrine, le mascara coulant, incapable de parler. J'ai hésité avant d'aller vers elle. Je ne voulais pas m'imposer. Mais elle avait l'air tellement brisée que je n'ai pas réfléchi. Je lui ai simplement demandé si elle avait besoin d'aide. Elle a hoché la tête sans me regarder. Je l'ai invitée chez moi quelques minutes pour qu'elle souffle un peu. Elle m'a expliqué que son copain l'avait quittée dans un message froid après 4 ans ensemble. Qu'elle avait tout laissé derrière elle pour venir ici et qu'elle se retrouvait seule du jour au lendemain. Elle ne cherchait même pas à se plaindre. Elle parlait avec une sorte de lucidité désabusée qui m'a touché plus que je ne l'aurais admis. Ce soir-là, je me suis dit que je l'aiderais. Pas pour séduire, pas pour paraître gentil, mais juste parce que personne ne mérite de vivre une rupture dans un appartement vide. Les jours suivants, elle est venue sonner chez moi plusieurs fois. Au début, c'était pour des trucs simples, un tournevis, un conseil pour installer une étagère, un « tu sais comment on règle ce foutu radiateur ?» Puis c'est devenu plus personnel. Elle venait boire un thé, puis parler, puis refaire le monde dans ma cuisine pendant des heures. Je n'avais jamais vécu une proximité aussi rapide avec quelqu'un. Et pourtant, je sentais que quelque chose n'allait pas dans sa manière d'être. Elle oscillait entre moments d'énergie débordante et effondrement soudain. Un jour, elle riait comme si rien ne pouvait la toucher. Le lendemain, elle ne sortait pas de son lit. J'essayais de la soutenir du mieux que je pouvais, mais je sentais que je devenais son refuge. Et ça me faisait peur. La première erreur que j'ai faite, c'est de répondre présent à chaque appel, chaque message, chaque crise. Je devenais indispensable. Et j'aimais ça. Ça me donnait la sensation d'être utile. La deuxième erreur, c'est de m'être attaché, d'avoir commencé à ressentir quelque chose alors que je savais que je n'aurais jamais dû. Un soir, elle m'a demandé si je voulais dîner avec elle pour fêter le fait qu'elle avait enfin rangé son salon. C'était ridicule comme excuse, mais j'y suis allé. On a parlé pendant des heures. Elle me racontait ses rêves, ses regrets, ses colères. Elle me disait que personne ne l'avait jamais écoutée comme moi, que je la calmais juste en étant là, et j'ai senti cette phrase résonner comme un piège. Quand elle m'a pris la main sur la table, je n'ai pas reculé. Je l'ai laissé faire. Et quand elle s'est rapprochée pour m'embrasser, j'ai laissé faire aussi. Je me suis dit qu'elle allait mieux, qu'elle avançait, que ce n'était pas juste de la dépendance affective. Je me suis menti. On a commencé une relation sans vraiment la définir. Elle venait dormir chez moi une nuit sur 2, on partageait nos routines, nos repas, nos soucis. De l'extérieur, on aurait dit un vrai couple. Mais à l'intérieur, tout était fragile. Parfois, elle s'accrochait à moi, comme si j'étais sa dernière bouée. Parfois, elle me repoussait du jour au lendemain, sans raison. Elle me disait qu'elle avait peur de m'aimer, puis qu'elle avait peur de me perdre, puis qu'elle n'était pas sûre de mériter quelqu'un. C'était un yo-yo émotionnel permanent. Et moi, au lieu de prendre du recul, je voulais réparer. Je voulais être le mec qui allait la reconstruire. On se croit souvent héroïque quand on aime quelqu'un brisé, mais la vérité, c'est qu'on se détruit avec. Le tournant est arrivé quand elle a revu son ex par hasard dans un café. Elle me l'a raconté d'une voix tremblante, en disant qu'il voulait discuter. Elle jurait qu'elle n'avait plus de sentiments pour lui, mais je voyais bien qu'elle perdait ses repères. Elle est devenue distante, nerveuse, moins présente. Je faisais semblant de comprendre, mais au fond, j'étais en train de paniquer. Un soir, elle n'est pas rentrée. Pas de message, pas d'appel, rien. Le lendemain matin, elle est venue frapper à ma porte, avec un regard perdu. Elle m'a dit qu'elle avait passé la nuit à marcher, à réfléchir, qu'elle n'avait vu personne, qu'elle était confuse. Et là, elle m'a sorti la phrase la plus violente que j'ai jamais entendue. « Je crois que tu m'aimes plus que je ne pourrais jamais t'aimer. » Je suis resté debout dans l'entrée, incapable de répondre. Elle pleurait, moi aussi. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas me faire du mal, qu'elle avait essayé d'avancer mais qu'elle n'était pas prête. Comment aurait-elle pu l'être alors qu'elle n'avait même pas refermé son ancienne blessure? On a rompu ce jour-là, enfin, c'est elle qui est partie. Elle disait que c'était pour me protéger.
Elle a déménagé 2 mois plus tard, pas loin, juste assez pour disparaître de ma vie sans réellement quitter ma ville. Je pensais que ça s'arrêterait là. Mais les vraies conséquences sont arrivées quand j'ai compris que j'étais devenu dépendant de cette histoire. J'avais construit ma routine autour d'elle, et soudain, il n'y avait plus rien. Un silence énorme, un vide total. Je réalisais que je m'étais perdu en essayant de la sauver, alors que ce n'était pas mon rôle. Aujourd'hui, je sais que j'ai été un enfoiré, pas pour lui avoir brisé le cœur, mais pour avoir profité du fait qu'elle était vulnérable pour créer quelque chose qui ressemblait à de l'amour. J'ai confondu besoin et sentiment. J'ai voulu jouer au héros. Je me suis accroché à une version d'elle qui n'existait pas encore et je lui ai mis une pression qu'elle n'a jamais demandée. Elle aussi a ses torts, évidemment. Elle s'est réfugiée en moi sans se demander si j'étais prêt à porter ce poids. Elle m'a aimé un jour et détesté le lendemain. Mais j'aurais dû voir les signaux. J'aurais dû rester un voisin, pas devenir un pansement. La vérité, c'est qu'on ne sauve pas quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. On ne construit rien de solide sur une douleur encore ouverte. Si cette histoire t'a plu, attends d'écouter la prochaine. Mon avis. Dans cette histoire, pour moi, les deux sont fautifs, mais pas de la même manière. Camille a clairement utilisé le narrateur comme refuge émotionnel. Elle se raccrochait à lui parce qu'elle manquait de repères, pas par amour. Elle l'a entraîné dans une pseudo-relation sans jamais vraiment assumer ce qu'elle voulait. Le narrateur, lui, a été naïf, aveuglé, mais aussi égoïste. Il a accepté un rôle qu'il savait bancal. Il a laissé une personne fragile s'attacher à lui et il s'est attaché en retour. Il a confondu la sauver avec la posséder. Le vrai problème, ils se sont pas aimés. Ils se sont soignés l'un avec l'autre. Tu veux encore une autre histoire avec un nouveau thème ? Je suis chaud. Et voilà pour aujourd'hui. Si t'en veux encore, clique juste ici pour découvrir une autre vidéo ou lance la playlist. Tu verras, elle est parfaite pour t'accompagner pendant un moment calme. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à très vite pour de nouvelles histoires édites. Et voilà pour aujourd'hui. Si t'en veux encore, clique juste ici pour découvrir une autre vidéo ou lance la playlist. Tu verras, elle est parfaite pour t'accompagner pendant un moment calme. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à très vite pour de nouvelles histoires Reddit.